fixer un objectif de réduction des décès et des hospitalisations dues au mauvais usage du médicament à 5 ans. Alors, je ne vais pas reprendre les chiffres qui ont été donnés pendant toute l'après-midi. Beaucoup de 10 à 30 000 décès, je vous rappelle, plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 million. Alors, je ne sais pas si, ça y est. Voilà. Je ne savais pas si vous aviez rajouté les après. Donc, tous ces chiffres-là nous incitent, et on a dit toute l'après-midi qu'on manquait de données. Il faut mesurer. Donc c'est la première des choses, c'est d'avoir une évaluation des mesures et ensuite se fixer des objectifs de réduction de façon à avoir, vous savez, ce qui marche bien, c'est dire 10% de fumeurs en moins, 10% de morts en moins. Et je pense que d'avoir vraiment des chiffres forts, ça nous permettrait de tenir. Préconisons de créer un observatoire du bon usage. Alors ça, c'est un sujet dont nous avions parlé cet après-midi et devant la ministre. C'était la fameuse première préconisation que je me suis permis d'exposer. Pour nous, c'est fondamental et ça rejoint ce que vient de dire Marie-Josée. Tant qu'on n'aura pas de données, il se passera rien. Tout part de là. Et tous ceux qui ont étudié un peu cette question, et depuis 3 ans, on se confronte à ça, on trouve qu'il y a très très peu de données françaises sur le sujet. Donc pour générer de la donnée, pour générer des études, il faut commencer par créer un observatoire du bon usage du médicament. On va un peu plus loin, nous on propose qu'il soit même géré par l'adresse. Alors on a invité le directeur général de l'adresse, c'est pas un hasard, on lui avait un peu parlé du sujet avant, et je ne peux pas vous dire s'il est d'accord, c'est à la ministre de le dire. Mais l'adresse s'est déjà intéressée au sujet, elle a fait des publications tout à fait intéressantes, donc je pense qu'il est assez pertinent de demander à l'adresse d'abriter très vite un observatoire du bon usage du médicament, et comme le disait Marie-Josée, ça me permettra à la ministre de donner un objectif de réduction de la morbimortalité. Numéro 3. Renforcer la formation de tous les professionnels de santé au bon usage du médicament. Alors là aussi, nous sommes très heureux d'avoir entendu la ministre être à l'écoute et proposer que sur l'ensemble des formations initiales de tous les acteurs de santé, il y ait un regard spécifique de formation. Elle a peut-être insisté beaucoup sur les écoles, parce qu'il est vrai qu'il y a des objectifs de santé publique qui sont primordiaux. Elle a aussi parlé un peu des EHPAD. Je pense que ce serait aussi intéressant de pouvoir, on l'a vu avec l'intervention du sociologue tout à l'heure, progressivement, on ne changera pas en 1 année ni en 3 ans, on ne changera pas l'idée que la population française se fait du médicament, mais c'est par petites touches, progressivement. Et je pense que si les acteurs qui vont être sur le terrain, et Madame représentant les infirmières l'avait bien dit tout à l'heure, si les acteurs qui sont sur le terrain sont formés déjà, sont les premiers interlocuteurs pour arriver à convaincre les gens du bon usage du médicament, eh bien on arrivera petit à petit à faire changer les choses, et on pourra, comme ça a été préconisé dans la deuxième préconisation, grâce à un observatoire, voir comment les choses vont bouger, en permettant d'abord un enseignement sur la iatrogénie médicamenteuse. Je voudrais juste faire un très court aparté. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine il y a 30 ans, je me souviens d'un cours de psychiatrie qui a duré 1 heure, de 6 à 7 un soir, où j'avais un psychiatre qui m'a dit « Je suis obligé de vous faire un cours sur la démence, vous en entendrez jamais parler, hein. C'est un truc que vous verrez jamais de votre vie, quoi. » Voilà. 30 ans après, c'est quand même la principale pathologie qu'on a dans les maisons de retraite. Donc ce que je veux dire, c'est que l'enseignement sur la iatrogénie, il faut que ça diffuse, que ça perfuse, et que chaque acteur de santé puisse se l'approprier. Voilà, et ça me paraît très important, cet enseignement de la iatrogénie partout où on aura des étudiants en santé, quelles que soient les spécialités de santé. Numéro 4. Alors, encourager la coopération médecin-pharmacien au travers du développement professionnel continu, professionnel de santé. Là, je suis ravie. Pardon, je suis ravie parce que notre responsable
de l'Agence nationale du DPC est dans la salle et que j'espère qu'elle a bien vu que dans les propositions, donc, il y avait d'intégrer très très rapidement dans les autres, mais c'est peut-être à nous de le mettre d'abord, bien sûr, mais que le DPC soit conforme effectivement à tout ce qui est bon usage du médicament. Moi, j'irais même plus loin, je dirais que ce couple médecin-pharmacien et parfois infirmiers, et en particulier dans les cas les plus complexes, eh bien, ils apprennent à travailler ensemble. Et ça ne me choquerait pas qu'un pharmacien aille faire un petit stage de stagiaire chez un médecin ou une infirmière, ou bien que le médecin vienne à l'officine voir un petit peu comment ça se passe. Donc je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus tôt dans la formation, mais j'ai entendu tout à l'heure Madame la Ministre le dire, pour que nous ayons plus, si vous voulez, ces zones que j'appellerais de corporatisme, mais plutôt des zones de confraternité. Numéro 5. Sensibiliser les jeunes et les salariés au bon usage du médicament via le service sanitaire. Alors là encore, la ministre s'est exprimée sur le service sanitaire. Je pense qu'effectivement, ce service sanitaire, nous allons déjà voir ce qu'il va donner. C'est déjà, à mon avis, une première étape. Mais si l'on peut prolonger et permettre d'étendre, et je pense que nous l'avons dit, Éric Bazeillac l'avait suggéré à la ministre dans ses propos introductifs, si on peut suggérer qu'également le bon usage du médicament soit également enseigné, eh bien on va aller effectivement dans le bon sens, et ce pour les années futures. Oui, on parlait de l'école d'ailleurs tout à l'heure, je me permets de compléter. Vous savez que nous, on a mis au point un programme de e-formation pour l'Afrique. Pour les enfants des écoles en Afrique, parce que le problème numéro 1 là-bas, c'est évidemment, vous l'imaginez, la contrefaçon. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer que les enfants, même d'âge, évidemment, il faut qu'ils puissent comprendre, mais dans les premières écoles, au niveau du primaire, puissent ne pas bénéficier d'un enseignement adapté évidemment à leur âge sur le bon usage du médicament. Il me semble bien que ça a déjà été fait dans des années pas trop anciennes par les industriels, non ? Alors oui, mais là c'est l'occasion de saluer, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, Yves Juillet, qui avait été le grand promoteur de cette idée. Il est parti, mais enfin, il faut vraiment le saluer. Numéro 6. Donc, relancer les campagnes d'information grand public sur les bons usages portés par les autorités de santé. Oui, alors on a beaucoup abordé ce thème de la campagne grand public. Nous, on continue à penser que, bien sûr, c'est pas très rémanent comme effet, mais ça a un impact qui a le mérite d'ouvrir des débats et de susciter ensuite des actions relais. En tout cas, ce qu'on a voulu dire par là, c'était autant la nécessité d'une grande campagne qui serait portée par les pouvoirs publics que l'idée qu'elle doit s'inscrire en facilitation du rôle des professionnels de santé. On a tous été marqués par la campagne « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Et pourquoi elle a marché cette campagne ? C'est parce que cette campagne, elle permettait aux médecins d'expliquer à son patient pourquoi il n'allait pas lui prescrire un antibiotique. Et tant qu'il n'y avait pas eu ce préalable d'explication, comme ça, à travers une campagne très large, très grand public, il était en difficulté dans cela. Et il nous semble que la relation au patient sur le thème de la prescription du médicament s'inscrit beaucoup dans cette dimension-là, avec un praticien, médecin ou pharmacien, qui est parfois un peu contraint de répondre à une demande. Et il faut aussi agir sur le demandeur, si j'ose dire. Donc, on conserve vraiment avec force la pertinence de cette campagne si elle s'inscrit dans un rôle de facilitation des professionnels de santé. Numéro 7. Généraliser dans les logiciels d'aide à la prescription la détection des interactions médicamenteuses, quelle que soit la source de prescription. Vous en avez eu tout à l'heure la démonstration, effectivement, tout ce qui a été fait par les logiciels et même par les banques de données, c'est d'essayer d'apporter au plus près de la rencontre avec le malade des indications pour aider le prescripteur et dans les logiciels d'aide à la dispensation pour aider aussi le pharmacien. Et je pense que dans tout ce qui a été fait, on n'a pas tenu compte d'une chose qui me paraît évidente, c'est que les logiciels doivent être certifiés, que ce sont des logiciels qui touchent à la santé, et je pense que l'HAS qui s'en occupe
devrait aller beaucoup plus loin et peut-être que nos différents éditeurs, si vous voulez, de logiciels pensent à venir les faire certifier. Je pense que dans ce domaine si sensible, il faut qu'on aille vers là. Alors, accélérer via le dossier médical partagé la mise à disposition des outils de partage des données patients entre professionnels de santé et œuvrer à leur bonne utilisation. Ah, le dossier médical partagé. Alors c'est l'Arlésienne. J'espère que ce n'est pas le serpent de mer, en tout cas, que personne n'a jamais vu. Tout le monde en parle. Alors, il faut espérer que ce dossier médical partagé va évoluer et va permettre effectivement de transmettre des informations. Je voudrais dire que, à travers des tables rondes que nous avions faites et des groupes de travail, on a beaucoup évoqué, on continuera à travailler au sein du collectif ensemble sur finalement qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est nécessaire sur une ordonnance, par exemple. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que le pharmacien puisse expliquer, délivrer, contrôler les médicaments. On sait que certaines ordonnances, malheureusement encore, ne possèdent pas le nom du malade, ne possèdent pas la date, ne possèdent pas son âge. Alors, nous avons évoqué en groupe de travail la possibilité sur les ordonnances d'avoir la clairance de la créatinine ou la créatinine, d'avoir également les fonctions hépatiques lorsqu'elles sont perturbées. Donc vous voyez qu'il y a là un vaste chantier, un grand travail, et c'est vrai que si ces données pouvaient figurer sur un document unique, appelons-le DMP, un document unique qui permettrait à tous les professionnels de santé d'avoir accès à l'ensemble des données biologiques, morphométriques, des thérapeutiques, etc., ça nous permettrait d'aller dans le bon sens et de permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions possibles. Numéro 9. Rendre interopérables les messageries sécurisées entre professionnels de santé. Ben ça paraît une évidence. On vient de parler du DMP. Pour nous, le DMP, c'est vraiment la bibliothèque dans laquelle on conservera, si vous voulez, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir soigner le patient. Mais tout au cours de nos journées, on voit bien qu'on a besoin de communiquer entre nous, de pouvoir s'envoyer des messages, et pour ce faire, on ne peut pas utiliser le simple smartphone ou bien, pour le moment, si vous voulez, le téléphone. Donc, toutes ces messageries sécurisées doivent être rendues interopérables. De même que, on le voit bien, quand on doit joindre un professionnel d'une structure hospitalière, d'un EHPAD ou autre, on doit avoir toujours un annuaire complet de tous ces numéros de téléphone, et en tout cas accessible facilement, sinon on n'y arrive pas. Numéro 10. Mettre en place un numéro vert à destination des médecins et pharmaciens pour leur permettre de contacter un référent médicament dans les situations complexes. Alors ça, c'est un truc tout bête, j'allais dire, mais c'est une expérience qui nous a beaucoup intéressés. Et vous savez, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'on se disait, il faut qu'on réfléchisse sur le recours à l'expertise. Parce que les médicaments sont de plus en plus complexes, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'innovations. Et on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Il y a des cas particuliers extrêmement complexes, il y a des personnes fragiles, on l'a dit. Et donc, il faut vraiment qu'on trouve un lien, le moyen de créer un lien de référence expertale entre le praticien qui est au plus près du patient, ça peut être un pharmacien d'officine, ça peut être un médecin traitant, et puis cette fameuse référence expertale. Donc on a commencé à faire un grand benchmark au niveau national. On s'est dit, il y a probablement des trucs qui existent déjà, essayons de les évaluer. On a eu beaucoup de mal à trouver quelque chose, et donc finalement on était un peu désespérés. Et puis autour de la table, quelqu'un a dit, mais moi j'ai peut-être un truc intéressant à raconter. Et ce quelqu'un, il est là, à ma gauche, et c'était notre président. Il a dit, mais moi j'ai fait un truc à Beauvais, ça fait des années que ça marche vachement bien, c'est tout bêtement un numéro vert qu'on a mis en place, qui est disponible 24/24 pour tous les médecins traitants qui peuvent appeler un gériatre référent.
population fragile, s'il en est, les patients âgés. Et on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on extrapole. Alors nous, comme notre sujet, c'est le bon usage du médicament, on a parlé d'un référent expert médicament, mais il ferait sens aussi, ça pourrait être un pharmacien hospitalier, par exemple, dédié, dédié, c'est pas toujours un pharmacovigilant, c'est pas toujours le même, évidemment, pour que ce soit effectivement une disponibilité permanente, mais qui soit la référence avec un numéro dédié pour cela. Alors, ça peut être donc la voie de l'expertise médicament, ça peut être aussi l'expertise population fragile. Là, on peut imaginer plusieurs géométries et on peut imaginer un seul numéro vert national, évidemment, qui se décline ensuite, vous le savez, avec des orientations régionales, comme quand vous faites le 17 ou le 12. Voilà l'idée.